parler des comorbidités justement du TDAH, on va parler du trouble de la personnalité borderline. Et on va essayer ensemble de challenger un petit peu les idées reçues qu'on puisse avoir autant dans la population générale que dans le corps médical et paramédical de ces patients. Déjà, pour commencer, j'aimerais bien vous poser une question qui va vous paraître un peu étrange, peut-être. Mais imaginez-vous que demain matin, vous vous réveillez et vous n'êtes plus vraiment sûr d'exister. Pas physiquement, mais plutôt psychiquement. Comme si votre identité devenait floue, ou comme si vous aviez besoin de quelqu'un qui vous aime, qui vous parle, qui est en contact avec vous, pour être vraiment certain d'être là et d'exister. Là, je vais vous parler de Sarah. Sarah, c'est une personne qui est brillante, qui est drôle, qui est très attentive à ses amis, qui fait tout pour ses proches. Elle a un compagnon à qui elle envoie un message un soir, et puis pas de réponse. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Dans la tête de beaucoup de personnes, on se dit que il est occupé, il est sorti avec des amis. Mais dans la tête de Sarah, ce qui va se passer, c'est plutôt des idées qui arrivent en avalanche, comme il ne m'aime plus, je l'ai déçu, je vais finir seule, de toute façon, je ne suis pas suffisamment pour lui, de toute façon, je ne vaux rien, ça ne sert à rien que je sois là, ça ne sert à rien que j'existe, ou peut-être ça ne sert à rien que je continue de vivre. Donc, elle va analyser chaque mot, elle va relire toute la conversation, elle va s'imaginer la rupture. Et même si quelques heures après, il va lui répondre « Désolée ma chérie, j'étais sortie avec des amis ». En fait, ça peut paraître anodin pour certains d'entre nous, mais pour d'autres personnes, comme les personnes qui souffrent d'un trouble de la personnalité borderline, c'est plutôt comme si le sol s'effondrait sous leurs pieds, comme si finalement leur existence devenait fragile, parce qu'il n'existe plus aux yeux de quelqu'un d'autre, ou en tout cas, il n'existe plus dans la relation. Et donc, l'image de soi va vaciller en même temps que la relation. Donc, c'est un trouble dont on va souvent parler avec jugement et parfois avec beaucoup d'idées reçues ou de fausses idées. Mais j'aimerais bien vous proposer de regarder ce trouble autrement, donc pas seulement comme un excès de drama ou comme de la manipulation, mais vraiment comme une souffrance intense, psychique, qu'on va chacun de nous pouvoir se représenter. Un autre patient, par exemple Lucas, parce que les borderline ne sont pas que des femmes, c'est 50% d'hommes, 50% de femmes, il me dit, le problème, c'est pas quand je suis avec quelqu'un. Le problème, c'est plutôt quand je suis tout seul. Parce que quand je suis seule, je ne sais plus vraiment qui je suis. Et ça, c'est un sentiment que beaucoup de patients souffrant d'un trouble de la personnalité borderline vont exprimer, c'est-à-dire un sentiment de vide intérieur. Le vide intérieur, c'est pas simplement un ennui, c'est pas juste une solitude, mais c'est plutôt comme si notre identité devenait floue. Comme si la présence d'autrui permettait de tenir ensemble, ou en tout cas permettait de construire une représentation de soi. Et puis on peut avoir par exemple Maya qui tombe amoureuse très vite, très fort, et pour elle, les relations, c'est pas tiède, c'est toujours très intense. Et puis elle se dit, tout le monde me dit que je suis trop intense, mais en fait, moi j'ai plutôt l'impression que c'est eux qui ne vivent qu'à moitié. Et quand les émotions finissent par se réguler un petit peu, oui, il n'y a plus d'émotions autant négatives, mais il n'y a plus non plus ces émotions aussi positives. On va donc essayer de chercher autrement, alors peut-être par une autre relation, peut-être par un autre produit. Mais en tout cas, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que le trouble de la personnalité borderline, ce n'est pas simplement une instabilité, c'est aussi une intensité émotionnelle forte et qui peut aussi être empathie, créativité, passion. C'est pas seulement quelque chose qu'il faut qu'on voit comme négatif, en tout cas comme causant une souffrance. J'aimerais bien qu'on puisse définir ensemble qu'est-ce que c'est que la personnalité, parce qu'on a souvent l'impression, quand on annonce le diagnostic, que les personnes pensent n'exister que par ça. Mais en fait, la personnalité, c'est simplement ce qu'on définit en psychiatrie par 4 sphères, c'est-à-dire
la cognition, donc la manière qu'on va avoir de penser, ou bien des biais cognitifs, c'est-à-dire des idées reçues qu'on va avoir sur nous-mêmes mais qui ne sont pas forcément réelles. Les émotions, en tout cas notre manière de ressentir nos émotions et notre manière de les exprimer. Notre comportement qui va être surtout biaisé par nos capacités d'inhibition et donc notre impulsivité. Et puis notre manière de pouvoir être en relation avec les autres. Donc, trouble de la personnalité, ça veut dire que la manière dont ces 4 sphères-là fonctionnent vont nous faire souffrir. Ça ne veut pas dire qu'on se résume qu'à ça. Et pour en venir au trouble de la personnalité borderline, on l'a défini comme une instabilité qui est émotionnelle, relationnelle, de l'image de soi et une impulsivité. Ça va toucher 2 à 4% de la population générale, sur les moyennes basses, on va dire. 20% des patients qui sont suivis en psychiatrie, presque 40% des patients lorsqu'ils sont hospitalisés en psychiatrie. Et puis, surtout, 10% de mortalité par suicide, toute population confondue, ce qui représente 2/3 des suicides totaux, qui sont donc une mortalité qui serait évitable. Pour que vous compreniez ce que c'est vraiment ce trouble, j'aimerais vous le présenter sous un modèle qui s'appelle le modèle ontologique. Donc la théorie de l'addiction ontologique, c'est un modèle métaphysique qui affirme qu'on va être enclin à former des fausses croyances autour de notre existence et on peut développer une addiction à ces croyances. Ces croyances vont donc devenir addictives. Déborah Ducasse, qui est une psychiatre qui travaille au CHU de Montpellier et qui propose une thérapie complète du trouble de la personnalité borderline qui s'appelle la thérapie comportementale et dialectique, qu'elle a adaptée avec également d'autres éléments de pleine conscience comme la thérapie ACT. Elle adapte ce modèle ontologique au trouble de la personnalité borderline en disant que finalement, c'est comme une addiction à la relation à l'autre. On va retrouver dans le cœur de ce trouble une image de soi qui est instable et qui est rigide. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce sont des personnes qui n'ont pas intégré une image de soi. Donc le « je suis » n'a pas une réponse claire, stable dans le temps. Ce qu'on retrouve très souvent, c'est que cette image de soi, qui n'existe pas par elle-même, elle va donner lieu à un sentiment de vide interne, intense, et qui est souvent grande source de souffrance pour les patients. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ce sentiment de vide interne, on va essayer de le combler par l'objet extérieur. L'objet extérieur, c'est très souvent la relation à l'autre. Ça peut être aussi le produit addictogène. Mais la relation à l'autre va pouvoir nous donner des émotions. Nos émotions vont être positives. Par exemple, quand on tombe amoureux ou quand on fait une nouvelle rencontre, on va se trouver plein de points communs. On va se dire, chouette, je m'entends super bien envers cette personne. Elle a l'air de bien m'apprécier, donc ça veut dire que je suis quelqu'un de bien, donc ça veut dire que j'existe. Il va donc y avoir un attachement à cette personne qui peut même aller jusqu'à, par exemple, la dépendance affective. Par la suite, lorsque les émotions sont négatives, parce que, comme dans toute relation, on ne peut contrôler qu'une certaine partie, pas les deux, donc forcément ça va arriver qu'on va ressentir des émotions négatives ou que l'autre personne... je ne sais pas, a été en colère pour toute autre raison. Nos émotions négatives vont nous montrer une image de nous-mêmes négative. Et donc, on va se sentir rejeté ou abandonné, ou bien on va provoquer nous-mêmes le rejet et l'abandon de l'autre personne, et s'exprimer avec des comportements addictogènes, avec parfois des scarifications, de l'automutilation, de la colère. Comme je vous parlais tout à l'heure de Sarah, qui... pendant qu'elle ne reçoit pas de message, elle pourrait se scarifier, elle pourrait aller consommer des produits ou bien elle pourrait se retrouver aux urgences après une tentative de suicide. Ce qui nous intéresse, c'est l'impulsivité qui est intrinsèque au trouble et qui va précipiter ces passages à l'acte, qui sont donc inquiétants. Et c'est ça que la thérapie va chercher à diminuer. Et puis, lorsque l'intensité émotionnelle est trop forte, on va se retrouver avec des symptômes paranoïaques, c'est-à-dire l'impression que les autres nous veulent du mal ou l'impression que les autres vont faire exprès.
et des épisodes de dissociation qui est une réaction naturelle au stress, quand nos émotions sont trop fortes. Donc, pour poser le diagnostic de trouble de la personnalité borderline, on a besoin de 5 critères sur 9 dans le DSM-5. Et vous voyez représentés sous ce modèle tous les différents critères, à savoir que, contrairement au TDAH que nous a présenté Marie-Agnès, il n'y a pas de critère qui est obligatoire. C'est-à-dire que, oui, on décrit le trouble de la personnalité borderline comme une instabilité de l'image de soi, une instabilité de relation, une instabilité des émotions et une impulsivité, mais en fait, aucun de ces 4 critères n'est obligatoire pour qu'on puisse poser le diagnostic. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire également qu'on peut avoir plus de 250 phénotypes différents de personnes souffrant d'un trouble de la personnalité borderline. Ce qui ne veut pas dire qu'on est plus grave ou moins grave. Ça, on ne va que le déterminer par rapport à la souffrance et surtout par rapport aux comportements qui vont être mis en place par la personne. Donc, pour vous expliquer un petit peu que ce n'est pas quelque chose qui sort du chapeau non plus, comme le TDAH, on a une étiologie neurobiologique à ce trouble. La personne qui a beaucoup travaillé sur ce trouble, c'est Marsha Linehan, que vous voyez représentée ici. C'est une psychologue américaine qui souffre elle-même d'un trouble de la personnalité borderline, qui a vécu la psychiatrie des années 60 aux États-Unis, avec sismothérapie, chambre d'isolement, etc., etc., et qui, en se rapprochant finalement d'une certaine spiritualité, et avec l'essor des TCC de 3e vague, c'est-à-dire tout ce qui est pleine conscience, méditation, elle a remarqué que ces éléments-là permettaient finalement de mieux contrôler les comportements, d'être moins impulsive, donc avoir plus d'inhibition, et donc de souffrir moins du trouble. C'est quelque chose qu'on voit aussi sur le développement classique du trouble, c'est-à-dire que chez les jeunes, on va avoir plus de comportements, plus d'expression du trouble, parce qu'on a moins de capacité d'inhibition. Comme vous disait Marie-Agnès tout à l'heure, le préfrontal n'est pas encore tout à fait mature. Et donc, on va avoir plus de comportements impulsifs et plus d'expression du trouble. Plus on vieillit, et souvent, moins le trouble est exprimé, sauf évidemment quand il y a des traumas particuliers ou quand il se passe des choses qui nous déstabilisent particulièrement dans notre vie de tous les jours. Donc, ce trouble existe dans, on va dire, 50-55% avec une certaine vulnérabilité biologique. La vulnérabilité, elle n'est pas génétique, dans le sens que ce n'est pas transmis comme la couleur des yeux, mais par une vulnérabilité épigénétique. L'épigénétique, qu'est-ce que c'est ? On a notre ADN. L'ADN va être transcrit en ARN messager, qui va ensuite être traduit en protéines, et c'est les protéines qui permettent d'exprimer ou non le gène. La méthylation des gènes, c'est comme un stop qui va se mettre autour d'un certain endroit du gène, qui va faire en sorte qu'on ne pourra plus transcrire cette partie-là du gène. Donc l'ARN ne va pas transcrire totalement le gène, par exemple les gènes responsables de l'expression de la sérotonine. Et donc on va changer le phénotype et donc la manière dont nos gènes vont s'exprimer. Par exemple, lorsque les personnes ont souffert de famine pendant la guerre, on va voir que les différentes générations par la suite vont plutôt être susceptibles à avoir un trouble métabolique, par exemple à souffrir d'obésité. C'est la même chose avec les personnes qui ont subi des catastrophes naturelles. Par exemple, quand on a été sous une avalanche, quand on a subi le tsunami, etc. Ou quand on a subi simplement des violences conjugales, par exemple, on va transmettre une susceptibilité au stress plus importante. De même, sur d'autres neurotransmetteurs comme le glutamate et la noradrénaline, on va voir une hyperconnectivité cérébrale qu'on peut voir en IRM fonctionnel. Et puis, cette vulnérabilité-là va pouvoir rencontrer un environnement invalidant, c'est-à-dire qu'on a déjà des émotions qui sont plus fortes que la moyenne, mais notre environnement ne va pas savoir nous aider déjà à les reconnaître, à les contrôler et à les valider. Donc, on va avoir un stress plus important avec une hypercortisolémie qui va favoriser plutôt la substance blanche que la substance grise.
Et donc, ces deux éléments ensemble vont créer une dysrégulation émotionnelle et peuvent être à l'origine du trouble. De la même manière, pour vous montrer qu'en neuroimagerie, on peut voir des conséquences autant structurelles sur une IRM que fonctionnelles de ce trouble. Donc c'est quelque chose qui existe vraiment, autant de façon structurelle que fonctionnelle dans notre cerveau. Au niveau de l'amygdale et du système limbique qui sont responsables surtout de nos émotions, et puis aussi au niveau de notre hippocampe et de nos gyrus singulaires postérieurs et temporels moyen gauche, qui vont plutôt être responsables de l'expression des symptômes. Donc, les fonctions exécutives, ça fait partie des fonctions cognitives dont parlait Marie-Agnès juste avant. On retrouve le cortex préfrontal, le cortex singulaire antérieur et le système limbique qui est responsable des émotions. Les fonctions exécutives, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement la flexibilité, l'inhibition, la planification, qu'on va pouvoir tester de façon très simple. Là, je vous ai mis des exemples de tests qu'on peut faire facilement. Par exemple, le test de Stroop, c'est l'image du mot vert qui est écrite en bleu. On va donc vous demander de répondre bleu. La flexibilité mentale vient donc du fait que vous ne devez pas répondre ce que vous lisez, mais ce que vous voyez. Le Wisconsin Card Sorting Test qui demande d'associer cette image en bas là, avec les 4 triangles rouges, à une autre image au-dessus. On peut l'assembler par plusieurs règles, par exemple parce que c'est la même couleur, le rouge, parce que c'est la même forme, donc le triangle, ou parce que c'est la même quantité de formes. Pendant le test, la règle va changer sans qu'on vous le dise, et c'est à vous de vous rendre compte que jusque-là, je cliquais sur la même couleur, ça ne marche plus, donc je vais essayer la forme, ou bien je vais essayer la quantité de formes. Les erreurs de persévérance sont donc dues au fait qu'on a du mal à se rendre compte que la règle a changé et à changer de règles dans notre tête. La planification, pareil, c'est mettre tous ces cercles-là sur le dernier piquet en ne mettant jamais un cercle plus grand. Non, en ne mettant jamais un cercle plus grand sur un cercle plus petit. Donc, si on a beaucoup de coups, c'est qu'on n'a pas pu planifier correctement notre geste jusqu'à la fin. Tout ça pour vous dire que quand on regarde les fonctions exécutives des patients qui souffrent d'un trouble de la personnalité borderline, on va se rendre compte que les patients qui ont plus ce sentiment interne de vide vont avoir une moins bonne flexibilité cognitive. Ce qui veut dire que ça pourrait être plus difficile pour eux de s'adapter mentalement, de changer de point de vue, et donc ils auront moins ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Pourquoi ? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est souvent des personnes qui ont grandi avec des émotions qui n'ont pas été reconnues par l'entourage, qui n'ont pas été validées par l'entourage. Et donc, ça les a empêchés de construire un sentiment clair et stable de qui on est ou de qui ils sont. Ça devient donc difficile de comprendre ses propres émotions, mais aussi de comprendre celles des autres, et donc de se mettre à leur place. Or, je pense que vous serez d'accord avec moi avec le fait que c'est quand même quelque chose d'essentiel dans nos vies, de pouvoir se mettre à la place de l'autre et rentrer en relation avec les autres. Donc, quand cette capacité va être fragilisée, les relations à l'autre deviennent plus compliquées, plus instables, le sentiment de vide va s'intensifier, et donc ce vide va aussi être lié à une image de soi qui va être très instable, où les personnes peuvent passer très rapidement d'une vision d'eux-mêmes positive à une vision d'eux-mêmes négative, comme je vous ai dit tout à l'heure, selon les émotions qu'on va ressentir. Et ça va se refléter aussi sur les relations, où on va pouvoir idéaliser quelqu'un et puis finalement le rejeter dès qu'on a l'impression qu'il va nous rejeter ou qu'il va nous abandonner à son tour. Et ça va être forcément accéléré par l'impulsivité ou la diminution des capacités d'inhibition. Enfin, on a forcément une forte peur de l'abandon qui nous est intrinsèque, autant par la méthylation des gènes de la sérotonine que par les traumas ou en tout cas l'invalidation qu'on a pu vivre dans notre développement. Et donc, on va être très hypervigilant, très attentif aux signes négatifs qui peuvent prédire un rejet.
Par exemple, si je fais tomber quelque chose par terre et que je me mets à le ramasser, certaines personnes pourraient se dire c'est bon, elle n'en a plus rien à faire de moi, ça ne sert à rien que je continue, ça ne sert à rien que je reste là. C'est quelque chose qui peut arriver par exemple en consultation. Et forcément, plus nos émotions sont déjà activées et plus ces idées paranoïaques vont être présentes. Donc plus on est en état de crise et plus ces symptômes vont être là et plus on va pouvoir rejeter pour se protéger évidemment. Donc voilà, tout ça pour vous dire que l'image de soi, le vide, la relation à l'autre et les émotions sont quand même très interconnectées et qu'elles sont vraiment au cœur de ce type de trouble. Pour que vous puissiez un petit peu vous représenter les choses, je vais juste finir par une métaphore. On peut imaginer deux personnes qui tiennent à un fil et puis la première personne, elle est au-dessus d'un filet de sécurité. Donc, finalement, elle va pouvoir tenter des choses, elle va pouvoir vaciller, mais au fond, elle sait très bien que c'est pas si grave si elle tombe parce que y a quelque chose qui va la rattraper. Mais quand on regarde la deuxième personne et qu'il n'y a pas de filet, tout de suite, le vent va nous faire beaucoup plus peur. Et ce fil-là auquel on s'accroche va devenir vital. Et donc, la présence autour de nous, autour de ce fil, va devenir essentiel parce que ils peuvent tenir la corde, parce qu'ils peuvent stabiliser le fil ou ils peuvent simplement être là si jamais on tombe. Et donc, beaucoup de personnes qui souffrent d'un trouble de la personnalité borderline sont plutôt représentées par ce deuxième personnage ou par ce deuxième funambule. Pas parce qu'elles veulent faire du spectacle, pas parce qu'elles veulent faire du drama, mais simplement parce que c'est ce fil intérieur qui donne le sentiment stable d'exister et que parfois ça peut être fragilisé par rapport à ce qui se passe autour de nous. Donc la vraie question, c'est pas forcément pourquoi ces personnes sont si instables, mais plutôt se dire que finalement on a tous besoin les uns des autres pour pouvoir rester en équilibre. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, c'était très intéressant et je pense que un trouble qui est très compliqué à comprendre, c'était très accessible à le faire. Donc c'était... Merci. Des questions, de remarques, parce que c'est vrai, c'est un sujet qui est aussi très actuel. Bonjour et merci. Quelle réponse thérapeutique peut-on espérer dans le cadre de ce trouble ? Alors, réponse thérapeutique au niveau pharmacologique, aucune dans le sens du traitement du trouble. On peut utiliser certains médicaments pour combler certains symptômes, surtout comportementaux. Mais les études montrent que les thymorégulateurs sont autant efficaces que les oméga-3 globalement. Le seul traitement qui semble en état d'étude et qui semble marcher correctement, c'est plutôt le méthylphénidate chez les patients qui souffrent d'un trouble de la personnalité borderline. Alors, premièrement, parce qu'il y a 30% de comorbidité entre le TDAH et le trouble de la personnalité borderline, mais deuxièmement, également parce que le méthylphénidate permet une diminution de l'impulsivité, et donc quand on a plus de capacité d'inhibition, on va se mettre moins dans des comportements autolésionnels. Et puis, sur le plan du traitement, vraiment, ça va être la psychothérapie. Donc, n'importe quelle forme de psychothérapie quand elle est faite pendant longtemps, parce que c'est la relation à l'autre et la stabilité, l'essai, en fait, de la stabilité de la relation à l'autre qui va nous sécuriser. Il est fait par la vie de tous les jours, c'est-à-dire une famille, un traitement stable, un travail, une place quelque part dans la société, un groupe d'amis qui nous soutient. Et puis, il va être fait par des psychothérapies particulières qui viennent en deuxième ligne, qui sont par exemple la thérapie comportementale et dialectique, qui va être, comme dans le groupe Barclay, l'apprentissage de compétences pratico-pratiques qu'on peut mettre en place au quotidien pour combler les difficultés qu'on peut avoir en lien avec le trouble. D'autres questions ? Ça veut dire compétences pratico-pratiques. Ça va être par exemple, quand on a des difficultés à dire non, on va donner un protocole qui s'appelle le DIRMAN. Donc d'abord décrire la situation,
affirmer notre ressenti, affirmer notre refus, renforcer l'autre dans notre demande, maintenir la pleine conscience, avec assurance, donc par exemple continuer à répéter la même demande ou le non sans subir les attaques, et être prêt à la négociation si la situation, le non ou la demande peut faire intervenir une négociation. L'idée, c'est d'apprendre que tout n'est pas blanc ou noir et que on va pas dire non de la même façon quand on veut nous agresser, par exemple, que si on n'a pas trop envie de faire un truc, mais que quand même, on sait bien qu'on va devoir le faire. Et comment classer, enfin, à quel moment est-ce qu'on peut dire qu'une personne est impulsive dans votre schéma? L'impulsivité, elle est souvent intrinsèque. Après, c'est quelque chose qu'on peut tester comme les autres fonctions exécutives. Par exemple, c'est vrai que je vous ai pas dit, mais on peut le tester très très simplement avec le go-no-go, c'est-à-dire on nous demande de presser la barre, on nous demande de ne pas presser la barre. Quand on a l'habitude de presser et qu'on est très impulsif, on va avoir beaucoup de personnes qui continuent à presser la barre no-go alors que c'est pas la consigne qui est demandée. C'est quand le comportement va plus vite que notre capacité d'analyse de la situation. Mais dans la vie quotidienne? Dans la vie quotidienne, l'impulsivité, ça va être les sports extrêmes, souvent. Enfin, c'est ce qu'on retrouve aussi dans le TDAH, en fait. Ça va être les sports extrêmes, ça va être les accidents de la route, ça va être des comportements alimentaires avec de l'hyperphagie et puis de la boulimie, ça va être des comportements sexuels à risque avec une répétition de partenaires, ça va être des dépenses inconsidérées qui ne tiennent pas compte de notre budget, par exemple, ça va être des excès de colère avec des pétages de plomb, ça peut être agressif verbalement, agressif physiquement, se battre souvent ou voler, par exemple, dans les magasins. C'est clair. Il y a une autre question. Comment différencier la personnalité borderline et le trauma complexe? Et le trauma complexe? Très bonne question et ample question d'ailleurs. Alors, je ne sais pas s'il faut les différencier ou en tout cas se dire que souvent, quand je parle d'invalidité dans l'entourage, le trauma, c'est quand même la première source d'invalidité. Donc, quand on a des enfants, des adolescents qui vivent à répétition des traumatismes, c'est-à-dire de la négligence, des abus, on va pouvoir créer le trauma complexe à l'âge adulte, mais également le trouble de la personnalité borderline. Je ne sais pas si on peut être borderline sans avoir subi de trauma. On ne peut pas avoir de trauma complexe sans avoir subi de trauma répétitif. Donc c'est une première différence. On n'a pas forcément des symptômes. Dans le trouble de la personnalité borderline, on ne retrouve pas forcément l'hypervigilance, les flashs, les cauchemars qui sont vraiment particuliers à l'état de stress post-traumatique et qu'on retrouve toujours dans l'état de stress post-traumatique complexe. Après, ce qui est sûr, c'est que quand les deux coexistent ou qui peuvent potentiellement coexister, c'est important de traiter les deux. C'est-à-dire, c'est important de traiter l'état de stress post-traumatique autant par des antidépresseurs à haute dose ou bien par le MDR, que de traiter vraiment les symptômes comportementaux du trouble de la personnalité borderline avec une prise en charge psychothérapeutique. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Quand il y a un passage à l'acte, est-ce qu'on peut considérer que c'est plus relié à la personnalité borderline qui a un trauma complexe? Et est-ce qu'au niveau de la structure, une personnalité borderline, elle est à vie, alors que le trauma complexe, il y a des stratégies, des possibilités pour vraiment diminuer... Je suis pas sûre je pense qu'on peut pas parler de guérison ni dans un cas ni dans l'autre, mais en tout cas, oui, on peut parler d'apaisement des troubles. Alors la particularité, c'est que dans le trouble de la personnalité borderline, les troubles vont quand même s'améliorer progressivement avec le temps, c'est-à-dire que les symptômes vont être très présents souvent entre 15 et 25 ans. Pourquoi ? Parce que les symptômes se stabilisent avec une vie stable, et donc entre 15 et 25 ans, entre l'entrée au lycée, il faut choisir ses nouvelles études, il y a les examens, et puis on change de copain, et puis on change de ville, et puis on n'habite plus avec nos parents, et puis on change de copain. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous déstabiliser et qui peuvent faire que
la symptomatologie flambe, alors que dans le trauma complexe, c'est plutôt un nouveau trauma, évidemment, ou bien un contact avec les personnes responsables du trauma, ou d'autres choses qui nous font penser au trauma, qui vont déclencher la symptomatologie. Ce qui est des passages à l'acte, donc j'imagine que vous parlez des passages à l'acte suicidaire, ils peuvent être précipités dans le trauma complexe quand on est dissocié, c'est-à-dire que quand la symptomatologie traumatique est vraiment au premier plan et ça crée une souffrance tellement forte qu'il faut que ça s'arrête, alors que dans le trouble de la personnalité borderline, donc ça peut être le cas s'il y a un trauma complexe qui est comorbide, mais dans le trouble de la personnalité borderline, on va avoir des passages à l'acte qui vont être très souvent en lien avec ce qui se passe dans la relation à l'autre. Donc surtout le sentiment de rejet, le sentiment d'abandon ou un sentiment de vide trop intense qu'il va falloir combler, qui peut être souvent par des médicaments ou des mises en danger. Alors la question que j'ai pour vous, c'est de savoir si une personne lambda... Tout le monde n'a entend pas été... Si une personne lambda qui n'a pas été diagnostiquée, qui est en fait une personne lambda, peut atteindre dans des conditions proches, émotionnellement, peut atteindre des réactions d'une personne borderline, ponctuellement. Est-ce que c'est des choses qui peuvent arriver ponctuellement ? C'est pas une question facile. Vous parlez par rapport aux relations ? Pardon ? Par rapport aux relations ? Par rapport à un événement qui peut être traumatique, par rapport à une violence, par rapport à un événement qui peut être ponctuellement très difficile, émotionnellement. Est-ce que ce sont des choses qu'on peut atteindre ? Oui, bien sûr. Alors, plus notre système limbique, donc plus nos émotions, notre amygdale est stimulée, et plus on va être dans une réaction, ce qu'on appelle fight or flight, donc soit se battre, soit se défendre, soit s'échapper, on va dire, soit subir tout simplement. Donc ça, c'est une émotion émotionnelle normale, et on peut tous être dissociés ou avoir des symptomatologies paranoïaques quand les émotions sont extrêmement fortes. C'est quelque chose qu'on retrouve dans l'état de stress post-traumatique classique, la dissociation, la paranoïa. Donc oui, quand nos émotions sont très fortement déclenchées, on va pouvoir avoir des réactions qui ne sont pas forcément celles qu'on aurait habituellement. Ceci dit, dans le trouble de la personnalité borderline, la susceptibilité émotionnelle est plus importante, c'est-à-dire que les émotions vont aller beaucoup plus vite, beaucoup plus haut, et elles vont mettre beaucoup plus de temps à rediminuer, ce qui fait que souvent il peut y avoir une confusion avec le trouble bipolaire, qui est une fluctuation de l'humeur et pas juste une fluctuation de l'émotion, alors qu'habituellement nos émotions sont beaucoup plus rapides elles fluctuent pour tout le monde évidemment, mais elles ont une réponse qui est plus rapide, autant dans le déclenchement que dans l'apaisement. Merci beaucoup. Je voulais vous poser une question. Si on présente un profil qui est socio-économiquement très instable et que les médicaments n'ont pas forcément d'effet durable, vers quelles institutions ou établissements on peut se tourner pour pouvoir avoir de l'aide ? Vers nous déjà. On est en train de mettre en place des groupes de thérapie comportementale et dialectique. Donc on a un groupe spécifique pour les ados, jeunes adultes, et puis on va essayer de mettre en place aussi un groupe pour les adultes de façon générale. Mais la première étape, c'est toujours d'avoir une thérapie avec quelqu'un à qui on a confiance. Alors ça peut être un psychothérapeute, ça peut être n'importe qui en qui vous avez confiance et que vous voyez de façon régulière et qui vous donne une certaine stabilité dans ce qui renvoie de vous-même. Après, bien sûr que les médicaments peuvent aider dans certains cas, surtout dans les cas de crise, ou pour traiter les autres comorbidités ou pour certains symptômes, mais ça ne va pas guérir le trouble en tant que tel. Mais est-ce que ça va avoir un impact si, encore une fois, on n'a pas d'amis, on n'a pas un cercle qui peut éventuellement nous protéger de l'environnement qui peut être assez néfaste ? C'est sûr que c'est plus difficile. En tout cas, plus on a de capacité d'inhibition et plus on a fait l'expérience avec quelqu'un d'une relation stable, c'est-à-dire plus on a fait l'expérience
avec quelqu'un, qu'on existe et qu'on est quelqu'un de bien, en quelque sorte. Et plus, dans notre environnement, on va pouvoir se détacher du fait que c'est pas parce que les gens m'ont fait du mal que ça veut dire que je suis quelqu'un de mauvais. Mais bien sûr que c'est plus difficile et les symptômes sont plus forts quand notre entourage est malveillant ou est négligent ou n'est pas soutenant. Après, il ne faut pas se dire que c'est pas un trouble qui existe que dans certaines catégories socio-économiques. Ça existe dans toutes les catégories socio-économiques. Et d'ailleurs, les cas les plus connus dans l'histoire sont surtout les cas de noblesse, parce qu'en fait, ils étaient complètement abandonnés par leurs parents. C'était une nourrice qui prenait soin d'eux, et puis la nourrice, elle pouvait s'en aller du jour au lendemain quand la famille l'avait décidé. Et donc là, l'attachement était complètement rompu, et c'est des personnes qui pouvaient très fréquemment présenter un trouble de la personnalité. Je pense que vous avez une question. Non, c'est bon. Et la résilience dans tout ça, il y a des possibilités de remonter la pente? Oui, bien sûr. Bien sûr. Avec la thérapie et surtout avec une stabilité en fait dans la vie. Quand on grandit, qu'on a un travail qui est stable, quand on a un compagnon, une compagne qui est stable, quand on a des enfants par exemple, quand on a un cercle d'amis, on peut bien sûr ne plus retrouver. Alors, j'aime pas parler de guérison parce que c'est une manière d'être qu'on va peut-être continuer d'avoir, mais en tout cas, on ne va plus avoir la symptomatologie qui s'exprime et on peut ne plus avoir suffisamment de symptômes pour parler de trouble de la personnalité borderline. D'ailleurs, en faisant des groupes de thérapie comportementale et dialectique, au bout de 6 mois, on peut ne plus retrouver suffisamment de critères pour parler du trouble chez certains patients. Justement, pour générer cette stabilité, si la personne est instable par elle-même, est-ce que c'est pas un peu en fait contradictoire, parce que est-ce qu'elle est capable de développer une stabilité affective, amicale ou relationnelle ou sentimentale? Alors peut-être que la personne va toujours tester, ce qu'on appelle tester la relation, mais quand on est face à quelqu'un qui tient dans la relation, petit à petit, on va diminuer ses comportements dans la relation et donc les choses vont se stabiliser. Ça ne veut pas dire qu'on est incapable d'être stable, ça veut dire que ce qu'on nous renvoie dans la relation, souvent, nous déstabilise et on a besoin de tester la relation pour se sécuriser soi-même. Bon. On va peut-être terminer là alors. Ça vous va ?